Bien, il est 14 heures, on va commencer. Et donc la question rituelle, avez-vous des questions sur les leçons précédentes? Sinon, je commence. Bon. Donc le titre que j'ai donné à la leçon d'aujourd'hui, c'est « Limites non relativistes des théories des champs », mais en fait, je vais me concentrer, je vais ne considérer que le cas des théories des champs caroliennes, et un titre plus précis aurait été, c'est ce que je vais faire, comment construire des théories des champs invariantes pour le groupe de Carol. Donc je vais peut-être mettre théorie carolienne ou théorie des champs. Donc il y a le groupe de Carol qui doit être le groupe de symétrie de la théorie. Comment est-ce qu'on peut construire des Lagrangiens, une action qui préserve cette symétrie? Je vais construire ici trois méthodes. La première méthode, ça va être par passage à la limite. Après tout, c'est comme ça qu'on a trouvé le groupe de Carol. C'est-à-dire, on va partir d'une théorie qui est invariante pour la relativité einsteinienne, donc qui est invariante sous le groupe de Lorentz, sous le groupe de Poincaré, et on va prendre la limite C tendant vers 0. Donc la première méthode, ça va être par passage à la limite. Et on verra qu'il y a en fait plusieurs manières de passer à la limite, mais on y a déjà. Donc dans ce cas-ci, C tend vers 0. Alors, une autre approche que je vais développer repose sur des méthodes tensorielles, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des invariants en utilisant le calcul tensoriel, ce qu'on appelle parfois l'approche covariante. Donc, je vais mettre méthode tensorielle. Je vais expliquer quand on y sera. Et la troisième approche, qui fait jouer un rôle important au tenseur d'énergie-impulsion, ou plus précisément à la densité d'énergie et à la densité d'impulsion, ou de moments linéaires, est une adaptation des méthodes de Dirac et Schwinger, de résultats obtenus par Dirac et Schwinger au cas carolien. Donc je vais appeler ça l'approche. Je ne devrais pas dire ou inspiré. Et je vais expliquer aussi. Bien, donc ça c'est le plan. Et on verra jusqu'où on va. Donc la première chose que je vais faire, c'est vous décrire les limites caroliennes des théories invariantes de Lorentz. L'idée, c'est qu'on part d'une théorie qui est invariante pour le groupe de la relativité restreinte, le groupe de Lorentz. On met C en évidence. En général, on fait C égale 1, donc on ne le voit pas, mais là, on rétablit C. On redéfinit éventuellement certains champs, et puis on passe à la limite C tendant vers 0. Et ça réalise, disons, au niveau du Lagrangien, la contraction algébrique qu'on a décrite à la première leçon. Donc en fait, je vais faire ça sur des exemples surtout, je ne vais pas faire de théorie générale. Donc ça, c'est limite. Donc C tendant vers 0. Donc ça reprend ça. Je vais faire ça sur des exemples. Le premier exemple que je vais considérer, c'est celui d'un champ scalaire. Donc on considère un champ scalaire décrit par une équation et un Lagrangien invariant de Poincaré, donc c'est ce qu'on appelle le champ de Klein-Gordon. Donc le champ scalaire, je vais l'appeler phi. Et donc c'est Klein-Gordon. Et la manière dont on l'écrit en relativité restreinte, c'est moins 1,5 état mu nu, où état mu nu est la métrique de Minkowski, d mu phi, d nu phi.
Donc, je vous rappelle que quand on calcule les équations de l'aire Lagrange associées à ce Lagrangien, on obtient l'équation d'onde pour phi, donc le D'Alembertien de phi est égal à 0. Donc l'idée, c'est qu'on part de ça. Ça, c'est invariant pour point carré. Pourquoi c'est invariant pour point carré? Parce qu'on a saturé les dérivés. Donc ça, c'est un vecteur, ça, c'est un vecteur. Et on a contracté ça avec la métrique inverse pour former un scalaire. Et on le fait en utilisant une métrique invariante pour point carré. Donc ce processus me donne un Lagrangien qui est invariant pour point carré. Ça, c'est l'application des méthodes tensorielles aux 4 points carrés. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est mettre explicitement en évidence les vitesses, et puis on fait la vitesse de la lumière, et puis on fait c tendant vers 0. Alors ici, on ne la voit pas, la vitesse de la lumière, parce que x0 et xk sont traités sur le même pied. On a fait x0 égale à ct. Donc si je mets ça en évidence, je vais avoir... Alors, le signe moins ici, c'est parce que j'ai la signature avec surtout des moins dans état menu. Donc état 0, 0, c'est moins 1, état 1, 1, c'est plus 1, même que état 2, 2, état 2, 3, 3. Donc ceci, si je déballe et que je mets en évidence le C, je vais avoir 1 sur 2 C carré, dérivé par rapport au temps de phi au carré. Ça, c'est le premier terme, quand ça égale à 0. Et puis, je vais avoir moins 1 demi, la somme des gradients spatiaux, que j'écris comme ça, au carré. Donc, voilà. Et donc, on veut prendre la limite C tendant vers 0, mais vous voyez que la limite C tendant vers 0 sous cette forme-ci est dangereuse parce que ce terme explose. Et ça correspond au fait qu'on a vu qu'il n'y avait pas de limite inverse pour la métrique inverse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va absorber une puissance de C dans phi. Donc, on va redéfinir le champ phi en un nouveau champ phi' qui est égal à phi sur C. Et on va tout réécrire en termes de phi'. Et comme très souvent, une fois que j'ai fait la redéfinition, quand je travaille avec le nouveau phi, je vais travailler exclusivement avec le nouveau phi, donc phi', je laisse tomber le prime. Donc ceci devient, quand je fais ça, et puis on laisse tomber le prime, où j'aurais dû appeler celui-ci prime, mais celui qu'on va utiliser phi, j'obtiens 1 demi dt de phi. Donc rappelez-vous, ce n'est pas que j'ai fait c égale 1, c'est que j'ai fait cette redéfinition, mais que j'ai laissé tomber le phi', moins 1 demi, mais alors évidemment le c va apparaître ici, puisque phi est égal à c phi', donc je vais avoir un c carré gradient de phi au carré. Et là, je peux prendre la limite c tendant vers 0. Et donc, si c tend vers 0, ça devient juste le premier terme. Et ça correspond à ce à quoi on s'attendait, en fait, parce que ça montre qu'il y a propagation le long de la courbe, des courbes xk, donc coordonnées spatiales constantes. On sait que le code de lumière s'est complètement contracté en ligne droite, la ligne du temps. Et donc, c'est simplement la propagation compatible avec la relativité carolienne la plus évidente. Alors, ceci, on appelle, pour des raisons que vous comprendrez plus tard, la limite électrique. Et comme quand on prend la limite carolienne, on fait jouer un rôle différent à l'espace et le temps. Vous voyez que le temps et l'espace sont affectés par des puissances différentes de C. Étudier ces limites, ce passage à la limite, c'est utile de le faire en hamiltonien. C'est équivalent, mais néanmoins, ça montre qu'il y a peut-être de nouvelles possibilités et ça éclaire aussi le passage à la limite d'un jour nouveau. Donc je vais réécrire ce Lagrangien-ci sous forme hamiltonienne avant de passer à la limite. Donc j'ai introduit un moment conjugué à phi, qui est la dérivée, comme on fait toujours en mécanique hamiltonienne. Puis je fais la transformation de Legendre, je réexprime tout en termes de les phi points. Donc phi point, c'est dt de phi. Je réécris tout en termes de pi. J'introduis le hamiltonien qui est
pi phi point moins le Lagrangien. Donc à la fin, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir l'action sous forme hamiltonienne, donc le Lagrangien sous forme hamiltonienne, qui va être égal à pi phi point moins, alors je vais écrire h, qui est la densité hamiltonienne, et qui est donnée dans notre cas par, donc dans notre cas, ceci c'est juste phi point. Donc en fait c'est 1/2 pi carré. Alors, 1/2 pi carré, mais j'ai dit que je le faisais d'abord avant de prendre la limite, donc j'aurai quand même ce terme-ci qui reste, plus 1/2 c carré gradient de phi au carré. Donc ça c'est le point carré, la théorie invariante pour point carré. Et donc ce que j'ai dit que j'allais faire, et donc on prend la limite, donc ça on va mettre point carré. Et donc je fais C tendant vers 0, et vous voyez que le H, la densité d'énergie, se réduit. Donc on va mettre H, et je mets E parce que c'est la limite K électrique, on comprendra pourquoi je dis ça bientôt, et 1/2 P carré, donc à la limite où C tend vers 0. Alors une propriété... Bon, d'accord, donc là je pense que c'est de l'algèbre assez directe. Hein. Une propriété intéressante, et vous allez voir qu'elle joue un rôle important, du H obtenu à la limite, c'est que si vous prenez le crochet de Poisson du H en des points distincts, je devrais mettre une flèche, c'est un crochet de Poisson à temps égaux, mais je ne vais pas toujours le faire. Donc x, c'est les coordonnées, x c'est réellement x1, x2, x3. Et ça, c'est y1, y2, y3. Donc vous savez que pi étant le moment conjugué de phi, on a le crochet de Poisson, phi de x, pi de y, c'est des champs, donc ce n'est pas un delta de Kronecker, ça va être un delta de Dirac, qui sera delta 3, parce que je travaille à 3 dimensions, même si je ne l'ai pas, donc je vais systématiquement travailler à 3 dimensions, plus une de temps, donc c'est delta 3 de x moins y. Donc ça veut dire simplement que pi est conjugué à phi, et le crochet de Poisson de phi avec phi c'est 0, et de pi avec pi c'est 0, et donc par conséquent on peut tout de suite très facilement calculer ce crochet de Poisson, pi avec pi c'est 0, donc il n'y a pas de phi ici dedans, donc c'est clairement 0. Alors ceci c'est juste pour le moment une constatation expérimentale, si je puis dire. On sait que la théorie est invariante pour Carroll parce qu'on est parti d'une théorie invariante de Poincaré et on a fait C tendant vers 0. Et on observe qu'à la limite, on obtient un Hamiltonien, une densité hamiltonienne, qui est en fait la densité d'énergie, comme on discutera plus longuement tout à l'heure, qui a la propriété que son crochet de Poisson en des points distincts est égal à 0. Donc quand on passera à la théorie quantique, enfin si on passe à la théorie quantique plutôt, ça veut dire que le commutateur de la densité d'énergie en des points distincts est égal à 0. Alors en fait cette propriété va être à la base de l'approche développée en 3. Donc je vais dire quelques mots supplémentaires. En fait cette propriété qu'on voit réaliser, en fait elle garantit, on sait que la théorie est invariante pour le groupe de Carroll, j'aimerais le vérifier. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la théorie est invariante pour le groupe de Carroll? Ça veut dire que je peux construire, ça veut dire que le Lagrangien ici est invariant pour le groupe de Carroll, et donc du coup, par le théorème de Noether, je sais qu'à toute transformation du groupe de Carroll, je peux associer un générateur, et que ces générateurs vont obéir à l'algèbre de Carroll. Alors, en particulier, les translations dans le temps, c'est généré par l'hamiltonien, donc je vais avoir un H qui est donné par, c'est une théorie locale, donc c'est toujours donné par des intégrales de densité, H de x, et donc je vais mettre l'électrique ici. Et puis, si on veut vérifier l'invariance pour le groupe de Carroll, il faut dire ce que sont les autres générateurs, donc en particulier les boosts, et peut-être la densité d'impulsion, et puis il y avait aussi MAB. Donc là, Pia
pardon, le générateur des translations d'espace, donc c'est associé à la conservation du moment de l'impulsion, et donc ça va être donné par l'intégrale de la densité d'impulsion, que j'ai appelée PA, et qu'on va tout de suite, je ne l'ai pas construite, mais je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Et MAB, ben, c'est le moment de la densité d'impulsion, donc ça va être D3X XA PB moins XB PA. Et puis BA, ben, c'est quoi? Ben, on sait que ça influence le temps par un terme qui est proportionnel à X, donc en fait, ça va être la densité d'énergie multipliée par XA. C'est un moment de la densité d'énergie. Bien, et donc ce que je prétends, c'est que cette relation de commutation-ci va garantir les relations clés du groupe de l'algèbre de Carroll, à savoir que H commute avec B, B commute avec B, et B et P donnent du H. Alors pour ça, je dois dire quelques mots supplémentaires sur l'action de P. Donc P, c'est le générateur des translations d'espace. Sous les translations d'espace, le champ phi se transforme comment? Eh bien, ça va être la dérivée de phi. Donc appelons ça epsilon. Je vous donne un vecteur d'espace, appelons-le epsilon A. Je fais une translation, donc XA va en XA plus epsilon A. Comment le champ se transforme? Eh bien, c'est un champ scalaire, donc c'est juste le gradient de phi fois epsilon A. Et on sait que P, la quantité conservée associée à cette symétrie, va être aussi le générateur de cette symétrie. Donc, sachant ça, on peut tout de suite trouver ce que sera PA. Je prétends que PA, c'est le moment conjugué à phi fois phi virgule A. Et, et c'est clair que ceci peut s'écrire, donc je mets ça en X, comme le crochet de Poisson de phi de X avec epsilon A PA de Y. Donc là, pour être sûr qu'on ne se trompe pas dans les indices, donc ça va être le crochet. Donc d'abord le epsilon, je vais avoir une intégrale sur Y, epsilon A de Y, crochet de Poisson de phi de X, avec, je vous ai dit, c'est ça. Donc on est en train de vérifier que ce que je vous ai dit, effectivement, est la bonne expression. Alors phi est conjugué à pi, et phi avec phi, c'est 0. Donc en fait, il y a le seul terme non nul dans le crochet de Poisson, c'est ça, qui vaut, d'après ce qu'on a vu, delta 3 de x moins y. Et donc vous voyez que l'intégrale sur y va me donner juste effectivement epsilon a phi virgule a. Donc on a vérifié que ceci était la bonne quantité qui engendrait les translations de l'espace. Donc on sait que lorsqu'on prend le commutateur de quelque chose avec PA, on obtient en fait le gradient de ce quelque chose dans la direction du vecteur correspondant. Bien, alors ceci étant dit, on peut tout de suite calculer beaucoup de crochets. D'abord, il est clair que ceci, puisque h avec h commute, et que x est une variable qui n'est pas dynamique, qu'on aura immédiatement que le crochet de Poisson de HA avec BA, c'est 0, et que BA avec BB, c'est 0. Donc ce qui est peut-être un peu moins évident, c'est que PA avec BB, c'est égal à delta AM fois H. Alors voyons si c'est vrai. Donc là, c'est l'intégrale d3x, d3y. Oui, peut-être je vais l'écrire plus... Je vais faire ça plus intelligemment. Donc ça, c'est moins, je l'écris dans ce sens-là pour pouvoir utiliser ce qu'on a vu là. B, PA, et là je l'écris d3x, PA. Alors, donc ça, c'est moins l'intégrale d3x.
de B, que je vais aussi déballer, ou peut-être que j'aurais dû déballer celui-là aussi, donc on va le déballer. Donc l'intégrale des 3y de, donc là il ne faut pas se tromper, c'est YA, YB, pardon, HE de Y. Donc en fait, le H ici va voir PA. Donc en fait, celui-là, ce n'était pas nécessaire de le déballer. Et ça va me donner la dérivée de H selon A. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins l'intégrale sur dy, YB, dérivée, on a dit la dérivée de HE, donc dA, HE de Y. Oui, donc, toujours dangereux au tableau, donc il faut... D'accord. Alors, je vais intégrer par partie. Donc, si j'intègre je vais intégrer par partie. Ça, c'est la dérivée par rapport à y. Hein. Donc, j'intègre par partie. Je vais avoir un terme de surface, mais on suppose que tous les champs décroissent suffisamment vite à l'infini pour que le terme de surface soit nul. Et donc, on va avoir un terme où la dérivée tape sur le y. Mais lui viendra avec le signe plus. Donc, je vais avoir plus delta AB, intégrale sur y de HE de y, et qui est précisément H, par ici. Donc vous voyez qu'effectivement, les relations de commutation que je vous ai, celles-ci, impliquent que B et H, bon, pour H c'est encore plus facile de voir que H commute avec PA, obéissent aux bonnes relations de l'algèbre de Carroll. Parce que ça, c'est exactement Carroll. Hein. 0 ici, 0 là, et là, il faut retrouver H. Et donc, donc une condition suffisante pour que l'algèbre soit satisfaite, sachant que les générateurs sont donnés par des intégrales de densité, et ça c'est parce qu'on est en théorie des champs, c'est que les densités hamiltoniennes, qui correspondent à la densité d'énergie, je vais revenir là-dessus, comme je l'ai dit, ça commute en des points distincts. Bon, ici c'est en un sens une remarque en passant, mais on va voir que ça s'inscrit dans un cadre plus profond et plus général. Alors, puisque ces relations sont des relations importantes, il y a en fait une autre manière de prendre la limite qui garantit que ces relations sont préservées. En fait, l'idée, c'est que, vous voyez qu'ici, il y a un facteur C. Je pourrais absorber ce C-ci dans phi. Mais alors, si je veux préserver la structure P phi point canonique du terme cinétique, si je multiplie phi par quelque chose, il faut que je divise pi par quelque chose. Donc, si j'absorbe le C ici, ben, il faut que pi me donne un C carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ça comme C phi fois 1 sur C pi. Donc, l'ancien pi va être, donc l'ancien phi, c'est le nouveau phi divisé par C, puisque je veux diviser par ça. Et donc, l'ancien pi va devenir le nouveau pi fois C. Donc, ceci va me donner, si je fais cette transformation, un nouveau h avant la limite. Donc, en faisant ces redéfinitions, le nouveau h avant la limite va être C carré pi carré. Donc, à nouveau, les variables définies, je continue à les appeler de la même manière. Hein. Donc, c'est un peu... enfin, il faut le savoir. Une fois qu'on le sait, il n'y a pas de problème. Fois le gradient de phi au carré. Et vous voyez qu'ici, je peux prendre la limite c égale à 0. Et ça me donne une autre limite, qui va aussi obéir, puisque c'est une limite c tendant vers 0 d'un Lagrangien qui est invariant point carré, qui va aussi obéir à l'invariance de Carroll. Et donc, ça me donne, et je vais l'appeler le Lagrangien magnétique. La limite magnétique. Et donc, c'est juste le gradient de phi au carré. Et à nouveau, on a la propriété importante que, en points distincts,
Eh bien, puisque phi a un crochet de Poisson nul avec phi, les dérivées spatiales de phi auront des crochets de Poisson nuls entre elles, et donc on n'aura que ceci, c'est égal à 0. Donc cette même relation est satisfaite à la limite, et garantit que les générateurs correspondants, où je remplace cette fois-ci HE par HM, on a vu que c'était juste cette relation qui contrôlait ces crochets de Poisson, obéissent bien à l'algèbre de Carroll dans les crochets de Poisson. Alors, pourquoi on appelle ça limite magnétique et limite électrique? Parce qu'on peut faire la même chose pour le champ électromagnétique. Je vais le faire tout de suite en hamiltonien. Donc, alors, évidemment, l'hamiltonien du champ électromagnétique, la formulation hamiltonienne, donc L hamiltonien. Donc, il va y avoir comme variable le potentiel vecteur, que j'appelle AK, et son moment conjugué. Je suis en hamiltonien. Le moment conjugué, c'est en fait le champ électrique, si on fait le calcul. Donc, si je vous donne le Lagrangien de Maxwell, je vous demande d'écrire l'hamiltonien et que vous calculez le moment conjugué, vous allez voir que le moment conjugué au potentiel vecteur, c'est le champ électrique. Et alors, on a A0 qui joue le rôle de multiplicateur de Lagrange, qui ne va pas être très important pour ce que je vais faire ici. Et donc, la forme hamiltonienne de l'action électromagnétique, c'est... Alors, je vais d'abord l'écrire sans facteur de C. Donc, c'est πk carré. Donc, je vais peut-être écrire ça comme ça. Plus, et donc, le champ magnétique carré, où le BK est le champ magnétique, hein. C'est-à-dire le rotationnel de A. Et pi, c'est le champ électrique. Donc, vous reconnaissez ici la densité d'énergie en électromagnétisme, hein, qui a une partie électrique et une partie magnétique. La partie électrique, c'est la norme carrée du champ électrique. La partie magnétique, c'est la norme carrée du champ magnétique. Alors là, je l'ai écrit sans faire... Et puis, il y a un terme avec A0 qui est lié à la loi de Gauss, que je ne vais pas écrire explicitement. Alors, ici dedans, je n'ai pas mis les facteurs de C. Enfin, j'ai fait C égale 1. Mais si je les avais mis, je serais alors parti de quelque chose en redéfinissant bien les champs comme cela. En fait, si vous faites les choses proprement, vous voyez qu'avec la normalisation que j'ai adoptée, le C carré se met ici. Et donc, si vous faites C tendant vers 0, vous voyez que vous allez avoir un hamiltonien, une densité hamiltonienne qui se réduit juste à πk carré. Et c'est des moments conjugués. Donc ça veut dire automatiquement aussi, on le voit tout de suite, dans ce cas-ci, on va avoir à nouveau cette propriété que h de x avec h de y est égal à 0. Alors puisque ça c'est la densité d'énergie électrique, c'est la seule qui reste à cette limite, on appelle ça la limite électrique. Vous voyez que c'est ce qui contient les vitesses. Et donc, par analogie, dans le cas du champ scalaire, on utilise la même terminologie, limite électrique. Par contre, à nouveau, en faisant une redéfinition où je fais passer le C ici, là, et je dois redéfinir les choses ici, pour maintenir la forme πk.k, je peux avoir le C carré ici devant et pas là. Et si je fais C tendant vers 0, cette fois-ci, c'est le terme en les dérivées qui contient les dérivées temporelles qui disparaît. Et donc, c'est la limite. Et donc, dans le cas électromagnétique, il reste juste la partie magnétique de la densité d'énergie qui contient les dérivées spatiales. C'est exactement cette autre limite. Donc, par analogie, on appelle ça la limite magnétique. Parce que dans le cas électromagnétique, elle donne un hamiltonien qui est juste l'intégrale de la densité magnétique. Et donc, les deux limites
ont cette propriété intéressante d'être invariantes pour le groupe de Carroll. Et une manière simple de le voir, c'est de constater que les densités hamiltoniennes, à la limite, commutent, ont des crochets de Poisson nuls entre elles, parce que des moments avec les moments, ça fait 0. Les Q avec les Q, ça fait 0. Il n'y a plus les termes croisés qui rendent la chose non triviale, puisqu'on a soit ça, mais pas les deux ensemble. Et donc, on va avoir les mêmes propriétés de crochet de Poisson. Et donc, automatiquement, parce que c'est uniquement sur ça que ça s'était basé, on va avoir les relations caractéristiques de l'algèbre de Carroll. Et donc, à nouveau, ces propriétés-ci sont clés. Et qu'elles soient clés, ça a été remarqué, je vois que j'ai oublié un C à Dirac, ça a été remarqué dans les années 60 du siècle précédent par Dirac et Schwinger dans le cadre lorenzien. Mais on peut faire le même raisonnement et ça a conduit à ça, comme je le montrerai tout à l'heure. Bien, donc ça c'est la partie, on prend la limite C tendant vers 0 de Lagrangien qu'on connaît et on trouve des nouveaux Lagrangiens qui par construction sont automatiquement invariants pour le groupe de Carroll. Mais en un sens, c'est un peu un processus qui n'est pas très, qui fonctionne bien. Mais peut-être on voudrait mieux comprendre les possibilités, la structure géométrique de ces limites, en particulier voir tout de suite, par exemple, par des méthodes tensorielles, que c'est invariant de Carroll. Avoir un peu, vous voyez, comment on sait que ce Lagrangien, comme je l'ai dit, est invariant pour Poincaré? Parce qu'on a fabriqué à partir de vecteurs et d'un tenseur invariant un Lagrangien invariant. Est-ce qu'il existe des techniques similaires dans le cas de Carroll, où je peux fabriquer directement des Lagrangiens qui sont manifestement invariants pour Carroll, comme celui-ci est manifestement invariant pour Poincaré, puisqu'il fait appel à la métrique qui est invariante pour Poincaré? Est-ce qu'il existe des techniques tensorielles similaires? Et la réponse est oui, et je vais le montrer maintenant. Mais, donc, en fait, on va adapter les techniques tensorielles, les méthodes tensorielles, au fait que, contrairement à Poincaré, l'espace de Minkowski, où on a une métrique invariante, la métrique de Minkowski, dans le cas de Carroll, on a vu qu'il n'y avait pas de métrique non dégénérée invariante, il y a une métrique dégénérée invariante, donc on ne peut pas élever les indices, donc ça pose un problème de faire la même chose. Mais par contre, on a un autre objet invariant qui est le vecteur nul. Donc je vais faire de la place et développer le point 2. Alors, je vais en faire ici. Donc, méthode tensorielle. Alors, je vous rappelle que pour le groupe de Carroll, donc je me place dans l'espace de Carroll plat. De la même manière, ici j'étais toujours dans l'espace de Carroll plat. Et quelles sont les structures préservées par le groupe de Carroll? On a vu qu'il y avait deux choses, une métrique de signature semi-définie positive, à laquelle j'ai donné plusieurs noms, mais pour des raisons, je vais maintenant utiliser la lettre suivante pour cette métrique, θ-AB, parce que gamma, normalement, si j'ai le temps de parler des spineurs la semaine prochaine, ça va être réservé aux matrices gamma. Donc, pour ne pas avoir de confusion, je vais prendre une autre lettre. C'était gamma AB que j'avais pris jusqu'ici comme lettre, mais θ est peut-être plus indiqué. Donc ça, c'est la métrique dégénérée de Carroll. Qui détermine le vecteur nul, donc qui est le long de la direction temporelle. Et donc, il faut faire un choix d'une normalisation. Et donc, dans les coordonnées caroliennes, c'est 1. Et donc, ça veut dire que l'élément de volume, donc vous vous rappelez, j'avais introduit un élément de volume. C'est équivalent à normaliser le vecteur nul ici.
qui est donc 1. Les deux vont ensemble. En fait, j'avais écrit une relation qui va être utilisée et sur laquelle je vais revenir. C'est qu'une manière de relier oméga n et θ, c'est, donc, si je prends θ, de manière générale, si je prends une métrique carolienne courbe, je peux construire, c'est une matrice 2 par... bon, ici, j'ai à 2 indices, hein, donc c'est une matrice 4 par 4, et donc je peux construire ce qu'on appelle les mineurs avec signe, donc alpha, bêta. Oui, ceci, c'est θ, alpha, bêta, hein, et la partie θ AB, c'est ceci. Oui. Donc θ 0, 0, c'est 0. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis θ AB. Donc c'est la matrice des θ, alpha, bêta est donnée par ça. Et donc je peux associer les mineurs. Donc par exemple, si je prends 0, 0 ici, ben, qu'est-ce que c'est? C'est j'enlève la première colonne, mais je commence par 0, et la première ligne, et je regarde le déterminant de ce qui reste. 0, 1, j'enlève... donc 0, 1, je me mets en position ici, j'enlève ça, et je regarde le déterminant, mais il y a un signe, hein, donc là ce sera moins. Donc ça c'est les mineurs, et une manière de relier θ, n et oméga, et donc ça c'est aussi un n alpha d'ailleurs, puisqu'il y a un n0, c'était la définition suivante. Et donc effectivement, lorsqu'on a fait ces choix, enfin, c'est cohérent. Hein. 0, 0, ben, ça va être le déterminant de ça, donc c'est 1 est égal à 1 fois 1 fois 1, donc c'est bien, et tous les autres sont 0. Bon, ça c'est un rappel. Mais, donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est fabriquer des Lagrangiens qui contiennent les dérivées des champs, parce qu'on a envie d'équations de l'aire Lagrange, qui sont des équations dérivées partielles et qui permettent des propagations. Donc écrire un Lagrangien qui dépend des dérivées des champs, qui fait intervenir les seuls objets invariants de la théorie, c'est-à-dire ça et rien d'autre, et qui construire un Lagrangien qui soit invariant, qui soit un scalaire. Pour être plus précis, une densité, mais comme le volume est préservé. Alors, comment faire? On a vu que les dérivés d'un... Si par exemple, reprenons le cas du champ scalaire. Donc, je peux construire à partir du champ scalaire un covecteur qui compte le gradient du champ scalaire. Donc si je prends phi, je peux construire des alpha phi. Et si je veux un Lagrangien qui soit quadratique en les dérivés, ben, je peux construire des alpha phi, des bêta phi. Et pour faire un invariant, je dois saturer les indices, contracter les indices avec un tenseur invariant. Dans le cas de point carré, c'était facile, il y a une métrique inverse, on contracte avec la métrique inverse. Ici, on l'a dit, enfin je l'ai déjà dit, il n'y a pas de métrique inverse, clairement, il y a pas de le déterminant est nul. Donc, on ne peut pas saturer les indices avec une métrique inverse qui n'existe pas, qui est singulière. Alors, une possibilité, ben, on a quand même quelque chose avec des indices au-dessus, c'est n alpha. Donc on peut fabriquer n alpha d alpha phi au carré. Ça a l'air d'être un peu la seule possibilité, mais si on n'a que phi, oui. Et effectivement, ce sera invariant par construction, puisque le n est un invariant de Carroll, ce sera un invariant de Carroll. Alors, si on met le facteur 1,5, on reconnaît en fait le Lagrangien électrique. Quand on se met dans une base de Carroll, où seule la première composante de n alpha est non nulle, donc ceci va donner effectivement 1,5 phi point carré. Et si on veut une densité, on multiplie par oméga, l'élément de volume, mais oméga vaut 1, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit. Donc ça, c'est juste une écriture covariante, utilisant les méthodes tensorielles qui montrent tout de suite, rien qu'en par inspection, qu'on a bien affaire à un scalaire et que c'est bien un variant de Carroll, puisque ça c'est un variant de Carroll, on obtient le Lagrangien électrique. Donc on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il y a moyen d'écrire de manière covariante l'autre Lagrangien qu'on a vu à la limite, à savoir le Lagrangien magnétique? Alors à nouveau, là c'est un peu
il faut que je vous rappelle quelque chose sur la géométrie de Carroll. C'est que on peut calculer, donc en fait, c'est peut-être pas tellement élever les indices qui nous intéressent, mais c'est calculer des normes pour avoir quelque chose qui soit un scalaire. On a vu que si j'ai un tenseur que je vais appeler B, peut-être pas B parce que le B est utilisé déjà pour beaucoup de choses. Donc si j'ai un tenseur, appelons-le T, qui est covariant, on ne peut pas élever l'indice, mais on peut parler de normes, c'est-à-dire on peut parler de T alpha, T alpha, si N alpha est transverse. Donc T alpha transverse implique que ceci a un sens, où T alpha est tel que lorsque je multiplie par la métrique θ alpha bêta, j'obtiens θ bêta. Donc tout d'abord, cette équation, si T alpha est transverse, alors transverse, ça voulait dire T alpha, N alpha égale à 0. Si T alpha obéit à ça, alors je peux construire ceci. Pourquoi ? Parce que d'abord, cette équation a un sens. Vous voyez que puisque n est vecteur nul de θ, il faut une condition nécessaire pour que cette équation, étant donné t bêta et une solution T alpha, c'est que T bêta soit transverse. Puisqu'il suffit de multiplier par n ici, et donc on voit que c'est 0, puisque θ alpha bêta n alpha, peut-être je rappelle, n bêta, c'est symétrique, quand je contracte sur alpha ou bêta, ça fait 0. Donc effectivement, ça c'est une condition nécessaire pour qu'on puisse trouver un tel T alpha, mais T alpha n'est bien entendu pas unique, puisque si je remplace T alpha par T alpha plus lambda n alpha, puisqu'un alpha est vecteur nul de θ alpha bêta, j'obtiens le même T. Et donc il y a une ambiguïté. C'est la seule ambiguïté parce que le rang est... comme c'est semi-défini, il n'y a qu'une seule direction nulle. Donc, mais seulement vous voyez que si T est transverse, quand je calcule la norme de T, ça s'en va. Et donc effectivement, T alpha a un sens parce que je peux trouver un T alpha avec l'indice au-dessus, mais en plus, la contraction est indépendante du choix qu'on fait pour ce T alpha. Et donc, ceci a un sens. Alors on écrit ça parfois, ou j'écris ça parfois, grand G alpha bêta, T alpha, T bêta, comme si, c'est une sorte de métrique inverse de la métrique pour les tenseurs transverses. Donc ça a un sens que pour les tenseurs transverses. C'est une écriture. Donc on peut élever l'indice, il y a une ambiguïté, donc il y a plusieurs manières de prendre le grand G, de telle sorte que ceci soit égal à ça. Alors, dans les coordonnées adaptées, il ne faut pas faire de mystère, on voit tout de suite un tenseur transverse, c'est un tenseur qui n'a pas de composante 0. Et ceci, c'est juste, on travaille dans l'espace à 3 dimensions et on calcule les normes. Puisqu'il n'a pas de composante 0, c'est essentiellement un objet d'espace et on travaille avec la métrique d'espace pour calculer sa norme. Ce que ceci dit, c'est que c'est un sens invariant. Donc, pour en revenir à notre problème de construire des Lagrangiens, si d alpha phi, donc je reviens à d alpha phi, d bêta phi, si je sais que d alpha est un covecteur transverse, alors je peux saturer les indices. Donc alors, si j'ajoute un multiplicateur de Lagrange que je vais appeler pi, qui assure que d alpha soit transverse, eh bien, je peux calculer la norme du gradient de phi, qui va être essentiellement la norme d'espace, comme on l'a vu, et ceci a un sens. Donc pi va m'assurer que n est transverse, que d alpha phi est transverse, et donc, sachant que c'est transverse, ceci ne dépend pas de l'ambiguïté. Existe et ne dépend pas de l'ambiguïté. Et ça, vous pouvez voir que c'est exactement le Lagrangien magnétique. Je l'ai peut-être encore gardé quelque part, mais je n'ai pas écrit là. Donc quand on prend la limite, c'est le gradient de phi au carré d'espace. Mais je vous l'ai dit, donc, si phi est transverse, ça veut dire que les seules composantes non nulles, c'est d à phi. Et donc là, c'est la métrique inverse à 3 dimensions qui apparaît, qui est delta AB.
Donc il y a moyen d'écrire de manière covariante, c'est un peu plus compliqué dans le cas magnétique, le Lagrangien magnétique, et on voit tout de suite que c'est quelque chose qui est invariant de Carroll, parce qu'on manipule des objets invariants de Carroll pour fabriquer, pour contracter les indices. Alors ceci... Oui. Bon, là, vous allez dire qu'est-ce qu'on a gagné. On a réécrit peut-être de manière un peu plus compliquée, finalement, des Lagrangiens qu'on avait obtenus simplement à la limite. Ces méthodes tensorielles sont intéressantes pour deux raisons. Tout d'abord, elles permettent peut-être de découvrir de nouveaux Lagrangiens auxquels on n'aurait pas pensé en essayant de prendre la limite de Lagrangien de Poincaré. Je vais montrer un exemple. Mais autre chose aussi, c'est très important d'avoir une écriture tensorielle des Lagrangiens, parce que ça va permettre de coupler à la gravitation. Donc, vous savez qu'en théorie de Poincaré, pour coupler à la gravitation, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la métrique de Minkowski plate par la métrique de l'espace-temps. Et on remplace, c'est tout, et les dérivées ordinaires par des dérivées covariantes, mais qui sont fabriquées aussi à l'aide de la métrique d'espace-temps. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est, une fois qu'on a un Lagrangien covariant, écrite de manière covariante dans l'espace de Carroll plat, ça va être très facile de le couper à la gravitation de Carroll. On va simplement remplacer les objets invariants par les objets dynamiques de la gravitation de Carroll correspondants, et ceci par la métrique singulière de Carroll. Ça, on en parlera après. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que ces techniques tensorielles permettent de construire très facilement des termes intéressants qui peuvent rendre la dynamique moins triviale de ces théories de Carroll. Parce qu'en fait, effectivement, c'est Lagrangien de Carroll, c'est intéressant, mais finalement, les équations du mouvement, c'est super simple. C'est juste la dérivée seconde de phi est égale à 0 en chaque point, et les différents points ne se parlent pas. Ça, c'est Carroll. Donc, en fait, pour le moment, les théories libres, elles sont... on peut les construire, c'est intéressant de les construire, mais on aimerait peut-être introduire des interactions, par exemple. Mais les interactions doivent préserver Carroll. Alors, une manière de procéder, c'est d'utiliser ce que j'ai rappelé ici, c'est que quand on a des objets transverses, on peut en prendre le carré et fabriquer des invariants. Et c'est invariant de Carroll. Et donc, par exemple, un modèle qui, de manière assez intéressante, a un intérêt où les gens de la matière condensée ont considéré, donc indépendamment de l'espace-temps, ici, les considérations d'espace-temps, c'est un modèle qui contient deux champs scalaires. L'un, je vais appeler phi, et l'autre qui. Je vais les mettre ensemble et je vais appeler ça phi a. Donc, il y a deux champs scalaires que je vais... Et la théorie libre va être définie par, pour chacun, la partie électrique. Et je voudrais maintenant mettre des interactions entre ces champs. Alors, une manière de procéder, c'est... Bon, donc on voudrait avoir des choses, par exemple, qui contiennent d alpha phi, d bêta chi. Donc des termes croisés entre phi et chi. Mais vous voyez que, bon, évidemment, je pourrais multiplier par n, mais ça reste quadratique, on a envie d'avoir des choses plus intéressantes. Une manière de faire, c'est d'observer que si j'antisymétrise donc d alpha chi, d bêta phi, et que je multiplie par la normale, mettons un alpha, j'obtiens B, je l'ai déjà utilisé, on va appeler ça comment, C, bêta, un objet C bêta qui a la propriété qu'il est transverse. Donc c'est juste pour vous montrer un exemple de l'utilisation des méthodes tensorielles pour construire une interaction non triviale. Donc, c'est un exemple. Donc, la motivation, c'est juste montrer qu'il y a moyen de faire des choses au-delà de ces choses qui paraissent un peu triviales et juste une réécriture immédiate de ce que j'avais déjà trouvé avant. Donc ici, je dis la chose suivante. Je prends deux champs scalaires.
je fabrique ce tenseur antisymétrique, c'est un tenseur antisymétrique en alpha-bêta, je le contracte par la normale et j'obtiens un tenseur. Mais puisque c'est antisymétrique, si je multiplie une deuxième fois par n bêta, si je multiplie par n bêta, ben ça va faire 0, parce que je vais avoir le produit n alpha n bêta qui est symétrique, multiplié par quelque chose qui est antisymétrique. Donc je peux fabriquer un tenseur transverse à l'aide des dérivés de chi. Et puisque c'est un tenseur transverse, je peux considérer sa norme, avec une constante de couplage que je vais écrire C alpha, C alpha. Et donc, ces interactions préservent sont non triviales du point de vue dérivé et préservent la symétrie de Carroll, puisque ça, c'est un invariant qu'on a fabriqué avec à l'aide des dérivés des champs et les invariants de Carroll. Et donc, alors, voilà. Donc ça, c'est un exemple de vous montrer qu'à l'aide des techniques tensorielles, on peut fabriquer des tenseurs. Ben, on sait qu'à partir de 2 tenseurs, en contractant des indices, on peut fabriquer des scalaires, mais il faut s'assurer ici, pour contracter des indices, soit on contracte avec la normale qui a un indice au-dessus, mais ça c'est un peu trivial parce que ça ne prend que des dérivés temporels, soit on fabrique des objets qui sont transverses, et une fois qu'on a ces objets transverses, on peut en calculer la norme qui a un sens invariant de Carroll. Alors, pourquoi je prends cet exemple? Peut-être je dis encore un mot. Aussi, ces méthodes tensorielles ont l'avantage de vous montrer que le Lagrangien qu'on construit est invariant de Carroll pour le groupe de Carroll linéaire de dimension finie, mais en fait, comme on a vu que le groupe de symétrie de la structure carolienne était infinidimensionnel, il y avait cette possibilité de faire des translations dans le temps qui dépendent arbitrairement des coordonnées, et qu'on utilise pour la construction des Lagrangiens que θ et n, qui sont invariants pour toutes ces transformations, on construit réellement des Lagrangiens qui possèdent un nombre infini de symétries, à savoir le groupe de Carroll infinidimensionnel, dont j'ai parlé à la deuxième leçon, je crois, qui est le groupe qui préserve cette structure. Et on a vu qu'il était infinidimensionnel. Donc en fait, on écrit tout de suite des Lagrangiens qui ont un énorme groupe de symétries qui fait intervenir des fonctions arbitraires de l'espace. Alors, ça c'est un peu anecdotique. Je pense que je dois faire des choix dans ce que je vais vous dire, donc je ne vais pas développer ça ici. Non, 2 choses que je vais dire sans les démontrer. La première chose, c'est qu'on peut construire à partir de là le hamiltonien, calculer la densité hamiltonienne. On fait la transformation de Legendre. Alors c'est un peu compliqué parce que là, il y a des dérivés temporels qui apparaissent. Donc c'est la partie quadratique, là où il y a des dérivés temporels, donc pour les moments conjugués, ben c'est ici bien sûr, c'est là, mais c'est aussi ici. Mais c'est quadratique quand les dérivés temporels en raison de l'antisymétrie. Et donc les moments conjugués vont avoir une partie qui contient des dérivées spatiales. Bon, donc techniquement c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on peut écrire la densité hamiltonienne. Et alors que cette densité hamiltonienne maintenant fait intervenir à la fois les moments conjugués et les champs, on peut vérifier que les densités hamiltoniennes en des points distincts ont des crochets de Poisson nuls. Donc la propriété importante qui en fait est Carroll est bien satisfaite. Donc si elle n'avait pas été satisfaite, ça aurait été problématique, et on peut la vérifier. Ça c'est une chose. Donc c'est parce que je vais taper sur le clou au point 3 sur ces relations sur ces crochets de Poisson. L'autre propriété, l'autre point que je voudrais mentionner, c'est que ce Lagrangien a été dérivé, écrit dans un tout autre contexte par des gens qui s'intéressaient à des modèles inspirés par la matière condensée et qui avaient cette propriété fondamentale d'avoir un groupe de symétrie infinidimensionnel et où on peut en chaque point choisir les paramètres de symétrie de manière indépendante. Et donc, en un sens, il y a une rencontre entre les relativistes qui sont intéressés par Carroll, parce qu'ils pensent en termes de groupe de relativité, en termes de limites particulières de la théorie d'Einstein, et les physiciens de la matière condensée qui sont arrivés à ces modèles parce qu'eux voient les symétries.
et voit cette partie de... Donc, rappelez-vous, donc c'était x0 va en x0 plus une fonction arbitraire des x. Et donc, en chaque point d'espace, on peut choisir ce xi0, cette translation dans le temps, comme on veut, indépendamment de ce qui se passe au point à côté. Et donc, cette symétrie-là apparaît dans certains modèles de matière condensée. Et pour illustrer des Lagrangiens qui possèdent cette symétrie, ils ont précisément construit celui-ci. Et donc, par des voies très différentes. En d'autres termes, la symétrie, en un sens, dépasse le cadre relativiste que je vous ai décrit. Mais ça arrive très souvent avec les symétries. Elles sont utiles dans un contexte, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'elles sont réalisées dans un autre. Et donc, tout ce qu'on a construit pour comprendre l'impact de ces symétries peut être transposé d'un sujet à l'autre. Alors, je pensais vous dire un petit peu plus, mais je pense que... Oui ? Juste une petite question. Existe-t-il d'autres Lagrangiens de cette nature qui ont été dérivés par méthode tensorielle? Parce que je connais celui-là. Oui, évidemment, on peut faire des variations sur celui-là, mettre plusieurs champs. On peut aussi prendre des champs électromagnétiques, un potentiel vecteur, un champ électromagnétique, et on peut aussi construire... je pense que ça n'a pas été développé systématiquement, mais une fois qu'on a ouvert cette porte, on peut... En fait, ce qu'il faut faire, c'est arriver à construire un tenseur antisymétrique, et on sait que si on contracte 2 fois avec la normale, ce sera 0, donc en contractant une fois, ce sera transverse. Mais ça veut dire aussi que ça fera toujours apparaître des dérivées temporelles, avec d'autres choses, des dérivées spatiales. Oui, un autre intérêt aussi, c'est que vous allez avoir un mélange de dérivées temporelles et de dérivées spatiales quand vous calculez ça. Ce qui veut dire qu'en fait, mais je reviendrai là-dessus, quand on verra, si on voit le tenseur d'énergie-impulsion aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir des équations qui mélangent dérivées temporelles et dérivées spatiales. Et donc, il va y avoir une propagation en dehors du cône de lumière carolien. Donc on va avoir des particules qui vont, ou des champs, pardon, avec des propagations de type tachyonique. Mais on peut montrer que ça n'est pas, enfin, que les problèmes typiques de modèles tachyoniques comme l'instabilité, parce que l'énergie n'est pas bornée vers le bas, ne sont pas rencontrés par ces modèles-ci. Bon, c'est peut-être un peu du chinois pour ceux qui n'ont pas connaissance des modèles tachyoniques, etc. Mais disons, la seule chose que je voulais illustrer ici, c'est que les méthodes tensorielles fonctionnent aussi. Elles suggèrent de nouveaux Lagrangiens, de nouvelles interactions, et en plus, elles vont permettre, comme je vais l'expliquer maintenant, un couplage direct à la gravitation. Et donc, ceci m'amène à la troisième approche, à la Dirac-Schwinger. Et donc je vais donner du contexte d'abord. En fait, c'est un point très intéressant et très important, et je pense assez profond. Dirac et Schwinger, indépendamment, et d'ailleurs ils ont résolu le problème chacun à leur manière, de manière très différente. Dirac et Schwinger, mais ce qui est amusant, c'est qu'ils se sont posé la question plus ou moins au même moment, au début des années 60. Ils se sont posé la question suivante. Quelles sont les conditions sur les composantes du tenseur d'énergie-impulsion, ou plus précisément sur la densité d'énergie et la densité d'impulsion? Quels doivent être les crochets de Poisson entre ces quantités pour garantir que la théorie soit invariante relativiste? Je vous ai montré que si on dit que les densités d'énergie en 2 points commutent, ça garantit l'invariance carolienne. Mais eux se sont posés une question plus compliquée, c'est j'ai une théorie, vous me donnez l'expression de la densité d'énergie, vous me donnez l'expression de la densité d'impulsion. Quels sont les crochets de Poisson entre ces variables qui vont me garantir que cette densité d'énergie et cette densité d'impulsion proviennent bien d'une théorie invariante de Poincaré? Alors, le contexte dans lequel ils ont analysé ça, c'était un moment où ce qu'on appelle l'algèbre des courants était très populaire. Et en un sens, le tenseur d'énergie-impulsion, c'est un courant particulier. Et donc, c'était peut-être, de ce point de vue-là, naturel de se poser cette question. Mais donc, je vais à nouveau
reformuler le point, parce que c'est... Bon, Dirac a été motivé par le fait qu'en théorie quantique, l'hamiltonien est important, donc la densité d'énergie, les densités sont importantes, et donc lui voyait ça un peu comme les choses qu'on se donne au début, et donc la question c'est, je vous donne une densité d'énergie, une densité d'impulsion, est-ce que c'est garanti que ça correspond bien à une théorie invariante de Lorentz? Donc ça c'est 3, donc c'est Dirac. Et donc, eux se sont posé la question pour Poincaré. Hein. Eux n'ont jamais pensé à Carroll. Hein. Enfin, ou en tout cas, s'ils y ont pensé, ils ne l'ont jamais écrit. Et ce qu'ils ont montré, alors je vais utiliser les mêmes notations que dans mes notes. Oui, c'est toujours H ronde, mais c'est peut-être un peu dangereux. Mais... Donc, ils ont montré que donc, si j'appelle H la densité d'énergie, mais il ne faut pas être prisonnier des notations, hein, donc il faudra probablement adapter. H va vouloir dire beaucoup de choses aussi. Ils ont montré la chose suivante. Donc, ça, c'est Poincaré. Donc ça ne va pas être la même chose que ce que j'ai montré pour Carroll. Je vais peut-être écrire que celle-là, et je ferai un commentaire sur les autres. Donc en fait, ils ont écrit des choses qui font aussi intervenir HK de X, donc la densité d'impulsion, et donc ils disent aussi, ils donnent des contraintes sur les relations de commutation, donc les relations de commutation, les crochets de Poisson entre H et HK. Donc ce qu'ils ont montré, c'est que la théorie, une condition suffisante et nécessaire sous des conditions très générales, que je vais spécifier, on va voir comment, pour que la théorie correspondante soit bien une théorie invariante par Poincaré, c'est que le crochet de Poisson ici soit égal à HK de X, donc pas 0, 0 c'est Carroll, donc plus HK de Y, donc, dérivée de la fonction delta. Ou la distribution delta qui est un delta 3, hein, mais je ne vais pas l'écrire. Donc il y a delta de x1 moins y1, delta de x2 moins y2, delta de x3 moins y3, et chacun des deltas est dérivé. Voilà. Donc ils sont arrivés à cette conclusion. Ils ont dit, voilà, ben, il faut que ceci soit satisfait. Donc quand vous prenez le commutateur de la densité d'énergie en x, ou le crochet de Poisson de la densité d'énergie en x avec la densité d'énergie en y, vous devez retrouver la densité d'impulsion. Alors, les raisonnements, et ils ont écrit, je vous l'ai dit, donc ils ont aussi écrit H avec HK, mais ça prend plus de temps, et HK avec HL. Donc, les trois. Alors, avant de vous dire comment ils y sont arrivés, je vais vous montrer qu'en effet, quand ces relations sont satisfaites, on obtient bien les relations de points, je ne vais pas les vérifier toutes, mais les relations de l'algèbre de Poincaré. Donc ceci va m'impliquer que les crochets de Poisson des générateurs obtenus en intégrant ces densités locales obéissent bien, par le crochet de Poisson, à l'algèbre de Poincaré. Et donc je vais juste vérifier pour un petit nombre de relations. En fait, je vois que j'ai vérifié. Donc P0 va être l'intégrale, c'est l'énergie totale, c'est la densité d'énergie intégrée sur l'espace. Alors, les boosts mais de Poincaré, c'est l'intégrale d3x de xk fois la densité d'énergie. Et normalement, je devrais mettre aussi un terme qui est en x0 fois la densité de moment. Hein, mais alors, ces crochets, je vais les évaluer à temps égaux, et pour me simplifier la vie, je vais prendre comme temps t égale à 0. Bon, les crochets n'en dépendent pas. Donc, mettons-nous en t égale à 0, donc ça se réduit à ça. Et puis, bon, pk, c'est évidemment donné. Bon, on aura aussi une densité de moment.
Donc le générateur des translations d'espace qui est HK, etc. Voilà. Et donc ce que je voudrais montrer, c'est que ceci implique les bonnes relations de commutation pour les P0 avec BK et pour B avec B. Je vais peut-être faire juste celle-là. Donc dans le cas de Carroll, c'était très facile parce que comme les H commutaient en des points distincts, on obtenait tout de suite 0, ce qui était bien pour Carroll. Pour Poincaré, c'est un peu plus compliqué, mais voyons qu'effectivement, on reproduit à partir de là ce qu'on sait sur l'algèbre de Poincaré. Donc je vais faire le calcul pour d'abord P0 avec BK. Donc qu'est-ce que je dois calculer ? Alors, c'est l'intégrale d3 de x, d3 de y, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Hein. YK, puis je vais avoir h de x, h de y, qui va me donner deux choses, deux termes. On a vu, c'était hk de x, delta, virgule k de x moins y, plus hk de y, alors, on va faire les intégrales. Hein. L'intégrale de delta, c'est facile. Alors, donc ça, c'est une dérivée par rapport à x. Hein. Donc, je vais peut-être faire comme ça, d3x, je mets tout ce qui dépend de x ici. J'ai l'intégrale d3 de y, yk delta, virgule k de x moins y. Oui, c'est toujours ce genre de truc. Oui, je pense que c'est juste. Vérifiez quand même, parce qu'au tableau, à un moment donné, on ne le voit plus quand on fait des calculs. Et puis, je vais avoir l'autre qui est... j'ai mis ça comme ça. Pour l'idée, c'est que je vais d'abord intégrer par rapport à... Ça me paraît un peu brutal ce que je fais. Merci. Oui. Voilà, oui, merci. Donc c'est un indice. Là, j'ai été effectivement un peu trop rapide. J'aurais pas dû utiliser K ici. Donc on va mettre M, merci. Oui, j'essaye de le faire sans lire mes notes, mais manifestement. Et plus d3x. Bon, là, peut-être si je recopie, ça n'est pas très intéressant. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Donc là, on va faire comme ça. Bon, y, cette fois-ci, il y a deux choses qui dépendent de y. Yk, h, m de y, delta m de x moins y. Et donc ici, je vais utiliser le fait que, bon, ça c'est la dérivée par rapport à x. Et donc, ceci, donc c'est moins la dérivée par rapport à y. Et par définition de delta dérivée, ceci c'est moins la dérivée de la fonction à l'origine. Donc en fait, je vais avoir un delta km ici. Donc le premier terme va me donner d3x h k de x. J'espère que je me suis donc vérifié. Hein. Donc ça, je peux faire que c'est d sur dxm. Je peux le sortir là puisque ça ne dépend pas, c'est une manière de faire. Et l'intégrale ici, ça me donne du x
je remplace y par x, xk, et donc un delta km. Et donc voilà. Je suis un peu suspect, mais ce n'est pas grave. Plus. Alors, là, cette fois-ci, je veux avoir la dérivée qui me donne. Donc, je vais avoir dm de xk hm de x. Juste les signes m'embêtent. Bon, là, je pense que je vais quand même devoir regarder mes notes. Donc celui-là, c'est bon, mais le premier je n'aime pas le premier. Donc en fait ici, j'aimerais avoir un moins, mais je pense que c'est... Bon. Je ne vais pas regarder mes notes. Donc ça, c'était juste, hein, après avoir correction de l'indice. Donc là, j'ai hm de x, et je dois intégrer ici. Donc ça, je vais écrire explicitement hein, les dérivés. Donc ça, c'est d sur dxm, le delta de x moins y. Et ça, je l'écris explicitement aussi. Alors, ceci, c'est... oui, c'est ça qui me gêne un peu. C'est peut-être... Donc, ceci, je dis, ben, puisque c'est d sur dxm, je peux le faire sortir ici de l'intégrale. Et donc, d3y, y delta, je dois remplacer y par x. Et donc, ça me donne d sur dxm de xk, donc j'ai le sentiment que ça me donne ceci. Et là, je dis la même chose. Je mets le d sur dxm ici. Et donc, j'ai un dm de x. Je dois remplacer ça par x, de xk hm. Ah ben oui, mais c'est une dérivée totale. Donc c'est un terme de surface, et donc ceci c'est 0. Ce n'est pas comme dans mes notes, mais ce n'est pas grave. J'avais procédé différemment, puisque ça c'est 0, et ça c'est précisément pk. Donc vous voyez qu'effectivement, P0 avec les boosts, ça me donne du pk. C'est ce qu'il faut. Alors, comme manifestement au tableau, je ne suis pas capable de faire de la haute voltige, je vais vous laisser vérifier comme exercice que Bk avec Bm, donc si vous faites ça avec la même intégrale mais avec un autre indice, et en utilisant ceci, vous allez exactement obtenir le moment cinétique. Bk avec Bm, ça vous donne du JKM, qui va être le moment de l'impulsion. D'accord ? En fait, le calcul n'est pas compliqué. Ici, ça sautait aux yeux. Hein. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas content de ce terme-là. D'accord ? Donc, en fait, on l'avait. Mais, donc, comme ça va sauter aux yeux si je fais pour l'autre, mais ça va prendre du temps avant qu'on le voit que ça saute aux yeux. Je ne vais pas le faire. Mais donc l'idée, c'est que vous avez ceci, et ça implique automatiquement l'algèbre de Poincaré. Et ce que Dirac et Schwinger ont montré, c'est que non seulement c'est une condition suffisante, que c'est une condition suffisante, c'est facile, il suffit de le vérifier en faisant le calcul comme je l'ai fait ici, mais c'est, sous des conditions très générales qu'on peut faire sur la théorie, aussi une condition nécessaire.
Donc ce n'est pas un accident, ce n'est pas juste que certaines sont comme ça et ça marche, c'est vraiment quelque chose d'important et de profond. Alors dire les méthodes pour arriver à ce résultat suivi par Dirac et Schwinger sont différentes. Dirac a vraiment insisté sur l'algèbre et a fait des hypothèses de localité et est arrivé à cela. Schwinger a utilisé une autre idée qui est celle que je vais utiliser pour Carroll, donc je vais vous parler de l'approche de Schwinger, qui est la suivante. Si la théorie est invariante de Poincaré, elle peut être couplée à la gravitation, parce que je vous ai expliqué. Quand vous voyez dans le Lagrangien invariant de Poincaré la métrique de Minkowski, vous la remplacez par la métrique de l'espace-temps, qui décrit le champ de gravitation. Si vous voyez dans la théorie de Poincaré des dérivées ordinaires, vous les remplacez par des dérivées covariantes, et vous allez avoir un Lagrangien qui décrit le couplage du système à la gravitation. Donc c'est ce qu'on appelle les règles de couplage, en un sens minimum pour la gravitation. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez une théorie cohérente de la matière couplée à la gravitation. Alors, si vous considérez la gravitation toute seule d'abord, donc on se dit la chose suivante. On connaît bien la gravitation et on vient coupler de manière cohérente un champ de matière à la gravitation. Est-ce qu'on peut dire des choses sur l'énergie et sur l'impulsion? La réponse est oui, parce qu'on sait aussi que le couplage à la gravitation, la source du champ de gravitation, c'est précisément l'énergie et l'impulsion. Donc, le fait qu'il y ait un couplage cohérent à la gravitation va, c'est dit Schwinger, m'impliquer des contraintes sur les propriétés de l'énergie et de l'impulsion. Ne peuvent pas être n'importe quoi. Ça doit être tel que lorsque j'utilise ça comme source du champ de gravitation, la théorie reste cohérente. Alors, j'en ai parlé la semaine passée, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Ces conditions de cohérence qu'on en tire, le plus facile dans le contexte, c'est de regarder la formulation hamiltonienne de la gravitation. Alors, je vous en ai parlé il y a 15 jours, justement pour arriver à la formulation de la gravitation carolienne. Je vous ai dit, la gravitation, elle est décrite par la métrique d'espace-temps, mais en hamiltonien, on sépare les composantes d'espace des composantes qui ont un indice 0. Les composantes d'espace ont un moment conjugué. Les composantes avec un indice 0 ont redéfinit des combinaisons qui sont le laps et le shift. Et donc, je vous ai dit, je ne l'ai pas dérivé, mais j'ai commenté, et je vais recommenter maintenant, les équations d'Einstein, le Lagrangien de Einstein-Hilbert, qui conduit aux équations d'Einstein, peut se reformuler de manière équivalente sous forme hamiltonienne. Et les variables hamiltoniennes, les Q et les P, c'est GAB, pi AB. Et puis, il y avait, je vous ai dit, des multiplicateurs de Lagrange qui sont liés aux autres composantes de la métrique G0 mu. Et je vous ai dit, l'action sous forme hamiltonienne, donc le Lagrangien hamiltonien, c'est la partie habituelle PQ point, qu'on a déjà rencontrée aujourd'hui pour le champ scalaire. Et puis, donc c'est intégré sur l'espace-temps. Et puis, vous avez des termes, je vais mettre un indice G ici, moins NK H K. Bon, alors, je vous ai dit aussi, N et NK, donc c'est des variables qu'il faut varier dans l'action, mais en fait, puis ils apparaissent linéairement, c'est réellement des multiplicateurs de Lagrange pour les contraintes Hg égale à 0. Alors, je vous avais donné l'expression de Hg. Non, je ne l'avais pas écrite comme ça. Donc, c'était pi j, moins 1,5 pi carré, où pi est la trace. Donc, je vais peut-être l'écrire comme la trace. Il y avait un 1 sur racine de g. Et puis il y avait moins R, où R est la courbure d'espace, racine de G. Et puis l'autre, HK de G, donc c'est un HK en dessous de G.
c'est moins 2 pi km bar m. Voilà, peu importe. On peut montrer que quand vous variez cette action par rapport à GAB, pi AB, n et na, vous obtenez des équations équivalentes aux équations d'Einstein. Et en particulier, en variant par rapport à n et à nk, vous obtenez que hg est égal à 0 et hkg est égal à 0. On peut démontrer que, donc je vous ai dit c'est équivalent aux équations d'Einstein. À quelles équations d'Einstein? Ce n'est pas surprenant. Là, je varie par rapport à n et nk, c'est la même chose que G0 mu. Donc, en fait, j'obtiens ici les équations. Bon, je ne vais pas être super précis. G0 mu égale à 0. C'est-à-dire les équations qui, lorsqu'on couple à la matière, font intervenir T0 mu. Donc la source de G0 mu, donc des contraintes, ça va être T0 mu. Donc la partie 0, c'est ici, mu égale à 0, c'est ça, et mu égale à K, c'est ça. Et donc ici, on va avoir la densité d'énergie qui va apparaître, et là, on va avoir la densité d'impulsion, quand on va coupler à la matière. Maintenant, on a dit que le couplage est cohérent, on préserve par hypothèse. Donc, puisqu'on était parti d'une théorie invariante par point carré, et on suppose que le couplage, donc ça permet d'écrire un Lagrangien où on sait comment la métrique apparaît, et c'est cohérent. Donc ça veut dire que la cohérence, qu'on la regarde en hamiltonien ou en lagrangien, c'est pareil, la cohérence en hamiltonien, elle va être satisfaite. Or, je vous ai aussi dit, une propriété importante de ces contraintes, c'est que, il y a plusieurs manières de l'exprimer, c'est que si je calcule leur crochet de Poisson, je retrouve des contraintes. Elles sont ce que je pense que j'ai utilisé l'expression première classe. Donc le crochet de Poisson des contraintes entre elles donne des contraintes, et c'est une condition de cohérence extrêmement importante. Pourquoi? Mais ça garantit que les contraintes vont être préservées par l'évolution, et qu'il ne va pas y avoir de nouvelles contraintes et des complications en plus qui apparaissent. Et on peut montrer que c'est une condition de cohérence. Donc ces contraintes donc ça veut dire la chose suivante, c'est que si maintenant j'amène la matière, mes contraintes doivent continuer à obéir à cette propriété. Or, on connaît les relations de commutation, et justement c'est exactement les mêmes que là, de la partie gravitationnelle. Ça, c'est un calcul qu'on peut faire, on a une expression. Eh bien, on trouve exactement la même chose que là, à savoir hk de x, gravitation, plus hk de m, pardon, gravitation en y, delta, k de x moins y. Oups. Donc, ce que je vous dis maintenant, si vous ajoutez à G hm, la matière, ben ici, il faudra que vous retrouviez la matière. De telle sorte que la somme soit aussi de première classe, satisfasse aux mêmes conditions de cohérence. Et pour que la somme satisfasse aux mêmes conditions de cohérence, sachant que la partie gravitationnelle obéit à ça, donc on veut retrouver la somme ici, en principe, ici, il y a plusieurs types de termes. Il y aura les termes hm avec hm, et puis il y aura les termes aussi hm avec hg. Alors, on peut montrer, et ça, c'est les hypothèses supplémentaires dont je vous ai parlé, que je n'ai pas explicitées, mais qu'on voit ici, que si les dérivés de la métrique n'apparaissent pas, ceci va automatiquement commuter. En fait, on peut montrer que sous des conditions très générales, la partie matérielle et la partie gravitationnelle vont commuter. Alors, ce n'est pas entièrement évident parce qu'ici, il y a la métrique, mais comme ça apparaît de manière locale en général, ou suffisamment locale, on peut montrer que pour les théories les plus simples, en tout cas, ça commute. Et donc, la question va être, quel est le crochet de Poisson de hm de x avec hm de y? Mais on sait ce qu'il doit être, il doit me donner ces termes-là. C'est-à-dire, ça doit exactement satisfaire à la relation que j'ai écrite ici, pour la matière. Donc, ici, je ne parlais que de la matière. Donc, il faut que la matière obéisse aux mêmes relations, crochet
de poisson à la même algèbre pour les crochets de poisson que la partie gravitationnelle pour que la somme obéisse aussi à cette même condition de cohérence. Alors c'est un peu résumé et simplifié, mais c'est un peu comme le raisonnement de Schwinger. Il dit, puisque la covariance de Poincaré va impliquer qu'on peut coupler à la gravitation de manière cohérente, et donc il faudra avoir une propriété comme celle-ci. Bon, je suis toujours optimiste, je pensais, bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais montrer, pas dans les 5 minutes qui restent, mais la fois prochaine, c'est qu'on peut répéter le raisonnement en théorie de Carroll. On peut dire, voilà, bon, si la théorie est invariante carolienne, je vais pouvoir dire des choses. Donc, ce qui est important aussi, rappelez-vous, la partie matérielle, c'est le tenseur d'énergie-impulsion. Hein, je l'ai pas écrit, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Donc, ce qui apparaît ici, donc ces équations Hg plus Hm égale à 0, ça va être équivalent aux équations d'Einstein 0, 0, qui font intervenir la densité d'énergie. Donc, ces relations-ci sur les crochets de poisson font apparaître la densité d'énergie et la densité d'impulsion. Pourquoi ? Parce que c'est la source du champ de gravitation. C'est ce qui apparaît dans les équations d'Einstein comme source. Et donc, la cohérence va impliquer que ces sources ne peuvent pas être quelconques. Elles doivent obéir à des lois. Alors, en fait, c'est lié aussi à la conservation, mais c'est l'expression hamiltonienne de la conservation. C'est ça qu'ils ont regardé. Et donc, on voit que la cohérence du couplage à la gravitation implique des relations particulières, précises, sur les crochets de poisson, de la densité d'énergie, de la densité d'impulsion. Eh bien, on va faire la même chose pour Carroll. Si on peut écrire un lagrangien de Carroll covariant, on va pouvoir coupler à la gravitation en remplaçant la structure plate par la structure courbe. Et on va arriver donc à des contraintes sur, mais je dois vous définir ce que c'est, la densité d'énergie, la densité d'impulsion en théorie carolienne. Donc ce qui va apparaître, c'est les quantités caroliennes correspondantes, et je vais vous montrer que le raisonnement dans le cas carolien implique qu'on a 0 ici. Et donc tout se met bien ensemble. Donc les conditions pour qu'une théorie soit invariante de Carroll, c'est que la densité d'énergie en 2 points distincts, pour que ça ait des crochets de poisson nuls, et que c'est ce qui est vraiment la relation importante. Et donc je vais faire ça à partir du tenseur d'énergie-impulsion, et donc je vais vous définir le tenseur d'énergie-impulsion la semaine prochaine, et donc ça va impliquer, en fait, je vais le définir de la manière la plus simple, comme il est là, c'est la réponse à la gravitation, enfin c'est la source du champ de gravitation. Donc c'est la manière physique de définir ça. Mais je parlerai aussi d'une autre manière de le définir, qui est liée au théorème de Noether, c'est aussi la quantité conservée associée aux translations d'espace-temps. Donc voilà, donc ça c'est un peu le programme pour la semaine prochaine. Je vais donc compléter l'approche de Dirac-Schwinger pour la théorie de Carroll. Et j'espère parler un tout petit peu des fermions, mais on verra bien. Ça va ? Voilà, mais donc sur ce, dans la minute qui reste, je ne vais pas commencer un nouveau chapitre, donc j'arrête ici. Donc vous savez qu'après l'interruption, il y aura un séminaire, donc je peux déjà parler du séminaire, par Adrien Fiorucci de l'École Polytechnique, qui est bien là, donc le séminaire aura bien lieu, et qui nous parlera des Gravitational Flux Balance Laws from Conformal Carroll Geometry, qui, je pense, utilise le tenseur d'énergie-impulsion, mais la synchronisation est un peu ratée. Voilà, de ma faute. Voilà, donc sur ce, on va s'arrêter ici. Merci.